Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J. Remingono, chaîne officielle de l'engagement qui vous engage, bien évidemment, aussi à tous ceux qui sont connectés sur la nouvelle page J.P. Remingono et que vous avez su revaloriser en un temps record pour qu'elle puisse au moins atteindre un certain nombre de personnes. Je vous remercie donc parce que vous êtes les fourmis magnants et vous faites ce travail qui permet de telle sorte que beaucoup de personnes qui cherchaient la page Remingono, qui cumulait déjà 1 200 000 abonnés et qui malheureusement avait été attaqué pour que je sois réduit à néant, que je sois comme un sourd-muet, eh bien, grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes capables de communiquer, même comme nous savons, et vous êtes conscients, que les réseaux sociaux aujourd'hui sont combattus par les régimes régicides, liberticides, qui absolument veulent la pensée unique. Heureusement, vous êtes là comme les fourmis magnants pour faire le travail. Merci donc, tout comme aussi je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont sur TikTok, cette nouvelle plateforme. Mais par contre, je devrais vous signaler que ceux qui viennent avec mon profil, vous dire d'aller les joindre sur quelques plateformes comme, je ne sais pas, Telegram, ce n'est pas moi. Et surtout, je vous dis, si quelqu'un vous parle déjà de l'argent, que vous devez gagner ceci et cela, ce n'est pas moi, c'est un bandit, c'est un escroc. Ne tombez pas dans ce genre de piège-là parce que ce n'est pas mon créneau là-bas de vous conduire vers des chemins où vous allez finalement regretter. Donc, je ne suis pas responsable de ceux-là qui viennent parfois commenter, soit sur la chaîne YouTube, soit encore sur ma page Facebook, que rejoignez-moi sur tel ou tel. Non, 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 ce n'est pas moi, ce n'est du tout pas moi. Donc, voilà, je crois que vous êtes déjà avertis. Mesdames et messieurs, ceci étant, eh bien, comme tous les jeudis, nous allons faire l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir avec, bien sûr, l'événement majeur. L'événement qui nous préoccupe, même si d'autres actualités viennent s'y ajouter, mais nous n'allons pas nous disperser parce que nous voulons d'abord la vérité. Ceci étant, installez-vous. On démarre. La liberté, c'est disposer de soi, disait Denis Diderot. Et cette liberté, il faut batailler pour la conserver. Et cette liberté, bien sûr, demande aussi des sacrifices et surtout, ne jamais lâcher, ne jamais flancher lorsque certains viennent pour vous intimider, pour sortir des gros yeux, en vous disant que vous n'avez plus le droit de parler de ce qui vous revient de droit, en vous disant que c'est eux, et eux seulement, qui doivent communiquer sur certaines choses graves de la société qui pourtant concernent l'opinion nationale, internationale, telle la mort de Martinez Zogo. Il n'est donc pas normal qu'au moment où le peuple crie, demande justice, que finalement un membre du gouvernement vienne avec un communiqué pour vous dire attention, si vous osez, vous serez condamné par rapport à tel autre article, qui vous disent que non, vous n'avez pas le droit en tant que chaîne de radio ou chaîne de télé de pouvoir donner au moins un point de vue. Attention, danger. Vous risquez de vous retrouver dans le chemin ou alors au carrefour de si je savais.
Des menaces à peine voilées qui prouvent une fois de plus que le gouvernement camerounais n'est pas prêt à accepter les chemins de la liberté, de la démocratie, la séparation des pouvoirs. Puisque dans un pays qui se veut démocratique, il y a bel et bien le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et il y a aussi le quatrième pouvoir, dont les médias. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces médias se sont multipliés de telle sorte que les réseaux sociaux en font bel et bien partie, où le peuple peut aussi s'exprimer, puisque la justice est rendue au nom du peuple. Et c'est le peuple qui cède parfois ce droit-là à la justice, au pouvoir judiciaire. C'est le peuple d'ailleurs qui élit un président de la République. Un président de la République n'est pas au-dessus du peuple. Et un ministre n'est rien devant le peuple. C'est lui, étymologiquement parlant, ministre veut tout simplement dire le plus petit serviteur du peuple. Et non le commandeur du peuple, l'emprisonneur du peuple. C'est lui qui doit guider le peuple. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle des ministres de culte à l'église. Dans une église, avez-vous vu un ministre du culte venir gronder ceux-là qui sont dans l'église, qui d'ailleurs lui donnent de l'aumône, puisque le ministre vit grâce au peuple. Le ministre ne peut donc pas venir dire au peuple que voici ce que vous devez faire, vous ne devez pas pleurer, vous ne devez pas commenter, vous ne devez pas demander la justice pour votre frère, pour votre époux, pour votre ami, pour votre confrère, Martinez Zogo. C'est à nous seuls du gouvernement, que revient ce droit. Sinon, vous êtes hors la loi. C'est malheureusement la quintessence du communiqué signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Sadi, donnant un ultimatum aux journalistes de ne même plus faire de comptes rendus, de commentaires et d'attendre tout simplement le là du procureur de la République, d'attendre tout simplement lorsqu'on aura un communiqué qu'on va donc pouvoir lire sans jamais commenter. Eh bien, c'est dans cette église-là qu'on dit aujourd'hui, le gouvernement camerounais voudrait nous y réduire. Ils sont des prêtres et nous disons tout simplement Amen. Nous mangeons la communion sans pouvoir nous poser des questions, sans pouvoir au moins dire, demander où est la justice. Le gouvernement camerounais a attendu 4 jours avant de communiquer sur la disparition de Martinez Zogo. Or, dans tout État démocratique, lorsqu'il y a disparition, il y a tout de suite alerte, enlèvement. Non seulement les forces de sécurité se mettent en branle, mais également les médias d'État doivent communiquer. Martinez Zogo était enlevé. Seuls les réseaux sociaux étaient en train de donner l'alerte. Seuls les réseaux sociaux étaient en train de mobiliser pour qu'on puisse trouver où se trouve Martinez Zogo, qui pourtant a été enlevé devant une gendarmerie. Le ministre de la Communication dormait tranquillement chez lui avec tout le gouvernement, sachant que la CRTV, média d'État, justement avec les frais du contribuable camerounais, a le devoir
de donner l'alerte et de protéger. Le gouvernement a donc failli. Le ministre de la Communication a failli. Les instruments de l'État ont failli. Puisque justement cet État-là devrait être poursuivi pour non-assistance en personne en danger, puisque l'État du Cameroun a failli à ses missions régaliennes. Protéger des populations et surtout combattre des gangs. Mais malheureusement, l'État du Cameroun s'est plutôt retrouvé comme un État de gangsters, puisque justement, on retrouve ceux-là même qui sont supposés protéger les citoyens, ceux-là qui sont supposés préserver l'intégrité territoriale et physique, à savoir ces gens de la DGRE. C'est donc à l'État camerounais qu'il faut demander des comptes, et non à Guy Zogo, qui est posté devant le CED, pour essayer de dire, de donner les comptes rendus. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas aux autres influenceurs, ce n'est pas aux activistes, ce n'est pas aux journalistes que revient la mort de Martinez Zogo. La mort de Martinez Zogo porte une griffe. C'est l'État du Cameroun qui a été incompétent. C'est l'État du Cameroun qui a formé des gangs. Et c'est l'État du Cameroun qui a montré bel et bien que ça ne sert à rien de se reposer sur lui, puisque toutes les affaires n'ont d'ailleurs jamais connu une suite favorable. Quel assassin a-t-il été arrêté? L'État du Cameroun, de surcroît, est en train de vouloir montrer que il est complètement à côté de la plaque de la communauté internationale. Comment comprendre que le ministre de la Communication parle aujourd'hui des lois liberticides du Cameroun qui datent de je ne sais quelle époque, du code pénal? Il viendra donc, lui, ministre de la Communication, poursuivre les journalistes de Reporters sans frontières. Puisque eux, ils n'attendront jamais de communiquer du gouvernement pour communiquer. Ils devraient donc poursuivre les journalistes du Washington Post aux États-Unis. Il va poursuivre les journalistes du journal Le Monde. Il va poursuivre les journalistes qui sont au Royaume-Uni. Tous les journalistes qui sont à travers le monde parce qu'ils parlent de l'affaire Martinez Zogo, qui est mondiale. Voilà donc le rôle que vient de se donner le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui, une fois de plus, provoque les railleries du monde entier. Comment peut-on dire que parce qu'on aurait commenté une affaire judiciaire ou parce qu'on aurait eu, au moins, à faire un compte rendu depuis le CED, eh bien qu'on est tenu par le secret de l'instruction ou le secret de je ne sais quoi. Et puis, le ministre de la Communication du Cameroun nous montre une fois de plus qu'il est en déphasage avec le monde. Ça peut même être une honte quand les autres regardent ça. Dans des affaires criminelles, dans tous les pays du monde entier, les journalistes sont là pour rendre compte. Monsieur René Sadi, je voudrais vous dire que depuis 1993, eh bien, connaissiez-vous déjà cette émission qui passait à TF1 qu'on appelait Suspect numéro 1. Suspect numéro 1, c'est là où les journalistes, sur des affaires de meurtre, sur des affaires criminelles, font intervenir non seulement des témoins, des avocats, et d'ailleurs cette émission avait permis même
d'arrêter parfois des suspects. Ceux qui sont parfois cachés dans des quartiers. Et il y a ce qu'on appelle les appels à témoins ou appels à témoignage. Monsieur René Sadi, savez-vous que depuis 23 ans, oui, depuis 23 ans, il existe sur des chaînes que vous regardez pourtant au Cameroun, comme par exemple Énergie 12, ou encore W9, des émissions qu'on appelle enquêtes criminelles. Ces émissions sont animées par des journalistes. Et d'ailleurs, quand on parle de enquête criminelle, ou même prenez tout simplement l'émission Crime, c'était déjà une émission qui passait à France 2 avant de migrer à la TNT. On la voit dans le monde entier. Et ça parle des crimes qui sont commis. Les policiers viennent témoigner. Les familles viennent témoigner. Et d'ailleurs, les policiers, les enquêteurs, les gendarmes sont derrière pour regarder tout ce que ces émissions-là disent. Et à partir de là, ils réussissent même à arrêter des criminels, des assassins. Mais monsieur René Sadi, ne connaissez-vous pas Ondelat qui connaît un succès incroyable et qui d'ailleurs, puisque je sais que vous étiez en France, vous connaissez la chaîne qu'on appelle Europe 1 et qui d'ailleurs a aussi mis la même émission sur plusieurs chaînes de télévision. C'est l'une des émissions les plus regardées au monde où justement on parle des affaires criminelles. On cherche des assassins. Ou parfois, lorsque la gendarmerie trouve que l'affaire ne peut pas avancer, n'a pas d'éléments, se réfère plutôt aux journalistes. Qu'on soit clair, des émissions de cette envergure pullulent dans toutes les chaînes de radio et de télévision au monde. Et puisque le code pénal du Cameroun et même la constitution du Cameroun sont photocopiés sur ceux de la France, on ne comprend donc pas comment est-ce que nos dirigeants sont incapables de comprendre que cela se passe à travers le monde entier et devraient plutôt profiter des éléments d'enquête que des hommes de médias révèlent. Fallait-il que j'attende le ministre de la Communication pour annoncer que Martinez Zogo est en danger de mort? Fallait-il que j'attende 4 jours pour dire que Martinez Zogo a été kidnappé et qu'il est même mort, puisque le gouvernement a attendu 4 jours, 4 jours, sans communiquer. Et puis, comme je le dis, regardez des émissions où parfois la gendarmerie et la police peuvent se fourvoyer et où les journalistes reviennent avec des éléments concrets qui relancent l'enquête. C'est pour cela qu'il y a par exemple des émissions comme Contre-enquête. Il y a des émissions que vous connaissez, faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Tout le monde connaît cette célèbre émission. Tout comme également, vous pouvez avoir que justice soit faite, ou même justice 360. Toutes ces émissions sont bien au contraire ce qu'on appelle justement des éléments qui aident la police et la gendarmerie de pouvoir avancer. Comment se peut-il donc au Cameroun qu'on nous dise que non, taisez-vous, vous n'avez rien à dire? Vous devez tout simplement écouter les communiqués du gouvernement parce que l'article
est-ce qu'on peut concevoir ça? Lorsqu'on se rend même compte que, justement, le porte-parole du gouvernement ne connaît même pas les lois de son pays. Mais, au juste, quels sont les conseillers juridiques du ministre de la Communication? Parce que là, en lisant ce communiqué, j'ai eu peur. Je me suis dit, un ministre de la Communication à qui on fait signer ce brouillon, mais c'est très dangereux. Il devrait se débarrasser de tous ses conseillers parce qu'ils ne connaissent même pas faire la différence entre la justice militaire et la justice civile. Le code pénal que M. René Sadi est en train de nous citer regarde plutôt le code civil. C'est plutôt pour la justice civile. Or là, nous sommes dans un autre contexte. Ce contexte-là, c'est le tribunal militaire, la justice militaire. Monsieur Sadi devrait donc se baser sur la loi du 24 juillet 2017 relative au fonctionnement, relative plutôt à ce qu'on peut appeler la justice militaire, qui est différente de la justice civile. Vous ne pouvez pas faire que l'affaire au tribunal militaire et vous venez nous réciter des choses qu'il faut attendre le communiqué du procureur de la République. Donc, le ministre de la Communication du Cameroun n'est pas au courant qu'il ne s'agit pas du procureur de la République, mais plutôt du commissaire du gouvernement. Hey! Mais ça fait peur. Le commissaire du gouvernement ne fonctionne pas comme le procureur de la République. Monsieur René Sadi, demandez à vos conseillers juridiques quelle est la différence entre le commissaire du gouvernement et le procureur de la République. Lorsque vous dites que c'est le procureur de la République qui doit donner l'autorisation, c'est lui qui doit faire des communiqués. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas le procureur de la République et la loi qui régit le tribunal militaire. C'est la loi. Monsieur René Sadi, ouvrez bien vos oreilles. La loi 2008 015 du 29 décembre 2008. Vous parlez de quelle loi? Et dans cette loi, nulle part il est écrit que un commissaire du gouvernement va faire un communiqué. Vous vous inventez quoi? Mais c'est pas possible. Vous étiez quand même aux Nations Unies. Je vous sais brillant. Mais comment ces gens peuvent vous mettre dans la sauce comme ça? Vous rendez ridicule. Mais c'est comme si vous prenez par exemple un code pénal sur les mineurs, vous partez le réciter chez des majeurs. C'est comme si vous prenez, par exemple, la Ligue des champions des femmes, vous dites que c'est la même chose que la Ligue des champions des hommes. Mais non, ce n'est pas ça. Donc ce que vous dites déjà, le simple fait de dire que c'est le procureur de la République, alors que le procureur de la République n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir, c'est le commissaire du gouvernement. Et là, vous êtes passé à côté de la plaque. Et par ailleurs, comme je le dis donc, s'il faudrait regarder tout ce qu'on est en train de vouloir mettre aujourd'hui sur des journalistes, on se rend plutôt compte que c'est le gouvernement du Cameroun
qui est plutôt dans l'incompétence totale. Puisque, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Puisque, selon les textes, on ne voit même pas où se trouve le commissaire du gouvernement. Ce qu'il est en train de dire, quel est son champ d'action, qui est le juge d'instruction, comment ça va se passer. Vous ne parvenez pas. Alors que dans les pays démocratiques, eh bien, chaque jour, il y a un point de presse pour l'évolution de la situation. Mais le Cameroun a pratiquement eu à piétiner la charte africaine des droits de l'homme et toutes les conventions internationales en allant créer un tribunal militaire. Et ce tribunal militaire qui aujourd'hui est bloqué parce que le tribunal militaire, on ne comprend pas encore son véritable fonctionnement, ou parfois il faut être avec les civils, on est avec des militaires et après on ne sait plus qui est-ce qu'il faut exactement juger et comment et quand. Le Cameroun donc se retrouve dans son propre piège, puisque, à votre instar, vous qui ne comprenez pas que l'affaire Martinez se trouve au tribunal militaire, vous croyez que c'était plutôt le procureur de la République. Mais non. Vous vous rendez donc compte que tout ce que vous avez dit là, oh, on va condamner tel, on va arrêter tel, ça participe du bruit. Le bruit qui nous montre encore aujourd'hui que le Cameroun est pratiquement encore embourbé dans l'antiquité et loin de la vérité. Parce qu'en fait, vous voulez l'obscurité. Vous ne voulez pas qu'on puisse révéler toutes les magouilles qui sont jouées entre vos amis. Parce que Jean-Pierre Amboubelinga, tout comme on peut le voir sur des photos, vous étiez là aussi, dans sa cérémonie de mariage. Il y avait bel et bien le ministre de la Justice. Et puis, sans oublier beaucoup d'autres membres du gouvernement qui ne savent plus aujourd'hui sur quel pied danser. Eh bien, c'est vous qui ne voulez pas la vérité. Vous ne voulez pas la lumière. Parce que les réseaux sociaux sont en train de vous démasquer, de vous déshabiller et de montrer aussi comment est-ce que vous avez souvent manipulé l'opinion publique. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Puisque on se rend bel et bien compte que c'est d'abord le ministre, pas le ministre, c'est d'abord l'ami du ministre de la Justice, à savoir le président de la Cour suprême, qui est venu dire que la seule chose qui dérangeait maintenant au Cameroun, c'était les réseaux sociaux. Il reprenait justement le disque rayé de Laurent Esson, qui déjà depuis 2011 dit il faut combattre les réseaux sociaux, mettre les journalistes en prison, mettre les activistes en prison, venir les chercher même à l'étranger. C'est donc le même discours qui continue aujourd'hui. Parce que vous constatez que votre tam-tam, la CRTV, avec Cameroun Tribune, sont déjà relégués comme des objets désuets et que le peuple a aujourd'hui besoin de vérité. Et cette vérité, nous n'allons pas la négocier. Nous n'allons pas lever le pied. Nous n'allons pas abandonner. Nous serons toujours là pour demander justice pour Martinez. Vous voulez bloquer cette affaire? Mais c'est vous qui serez bloqués. Vous croyez que les Camerounais seront fatigués? Que la communauté internationale ne va plus mettre ses phares là-bas? Mais vos agissements nous contraignent, nous engagent, nous imposent plus que jamais de comprendre que vous êtes dans le dilatoire pour essayer de sauver votre soldat, celui avec qui vous avez mangé, celui avec qui vous avez comploté, celui avec qui vous avez donné les moyens de l'État pour pouvoir tuer le peuple. Mais cependant, comme nous disons, que ce soit Biya, que ce soit vous,
personne ne bloquera cette enquête, que ce soit celle ou au tribunal militaire. Nous serons toujours là. Et c'est pour cela que je formule encore tous mes encouragements. Non seulement à Guy Zogo et son équipe d'Equinox Télévision, qui, de par la persévérance, de par la témérité, ont décidé de rester là, de ne pas bouger. Je vais également remercier certains journalistes on peut appeler ça Canal 2, qui ont pu goûter aux fruits de la tyrannie. Je parle d'un certain John, journaliste qui finalement a été battu, a été arrêté juste parce qu'il était en train de filmer quelqu'un. Dit-on, c'était Jean-Pierre Amour-Bellinga. Ah, le gouvernement connaît déjà la présomption d'innocence et le droit à l'image. Ah, ce gouvernement-là qui laissait pourtant Jean-Pierre Amour-Bellinga prendre les images d'Ernest Obama, pieds nus. Ernest Obama avait tué qui? Jean-Pierre Amour-Bellinga prenait les images de David Eboutou, maltraité, avec des camions de militaires, que dis-je, de gendarmes, qui étaient en train de l'humilier avec Patrick Sapa. Le gouvernement ne disait rien. Oui, Jean-Pierre Amour-Bellinga était celui-là qui montrait l'arrestation de Bachirou sans qu'un hibou du gouvernement ne vienne à dire quelque chose. Et même celui qui se dit quand même le fils de Biya, à savoir Georges Belbonla, il a été filmé. Son arrestation ressemblait à un film diffusé au journal de Vision 4. Personne, aucun membre du gouvernement ne parlait de ça. Que dire d'Ababa Polycarpe? Il a été arrêté dans une salle de bain, filmé. Ça a été diffusé sur la chaîne de Jean-Pierre Amour-Bellinga et d'autres chaînes d'ailleurs, y compris la CRTV, qui souvent nous a montré des arrestations catastrophiques de certains ministres qui, parce qu'ils n'étaient plus du bon côté, eh bien, étaient honnis, étaient considérés comme les ennemis de la patrie. Et ils étaient brandis comme ça, au journal de 20 h. À ce moment-là, le gouvernement camerounais ne connaissait pas la présomption d'innocence. Savait tout simplement qu'il faut mettre les gens dehors. Et d'ailleurs, c'est ce gouvernement-là qui a laissé la nudité d'un professeur. Lui, le professeur Fouda, complètement diffusé sur les antennes de Vision 4. Mais aujourd'hui, pour aller au tribunal militaire, pour aller au CED, Jean-Pierre Amour-Bellinga est protégé. On ne veut pas que quelqu'un puisse ne serait-ce que le filmer. On ne veut pas qu'une petite caméra puisse même aller voler une image. Mais tiens, on comprend donc. Chers amis, vous nous avez beaucoup trompés. Vous nous avez beaucoup jonglé. Le peuple a beaucoup digéré votre incapacité et surtout votre complicité avec ces pilleurs de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57. Vous n'avez jamais brandi les lois de la République. Vous n'avez jamais sorti les articles du Code pénal. Vous avez laissé cette chaîne hors la loi annoncer la mort de tout un chef d'État, à savoir le président gabonais, Ali Bongo. Vous avez laissé cette chaîne calomnier tout le monde. Vous n'avez jamais sorti un article, mais vous partez tout simplement manger dans la main de Jean-Pierre Amour-Bellinga. Même vos caleçons ont été achetés, vos vestes, vos chaussures, par Jean-Pierre Amour-Bellinga. Et quand on dit acheté par Jean-Pierre Amour-Bellinga, c'est avec de l'argent volé dans nos caisses
dans les caisses de l'État, où vous avez confondu l'État à votre propriété privée, où dès que chacun, au nom de la liberté, veut revendiquer, vous décidez de le tuer. Ceux-là qui n'avaient rien fait, vous avez exposé leur image. Vous avez condamné cela avant d'être jugé. Mais pour Jean-Pierre Amougoubelinga, oh non, il y a des gens qui sont devenus des procureurs sur des réseaux sociaux. Il y a des gens, la presse internationale ne connaît plus faire son travail. Il y a des associations, on va arrêter tout le monde parce que on va protéger quelqu'un qui a utilisé les moyens de l'État pour tuer tout un journaliste, pour profaner le corps d'un journaliste, pour sodomiser un journaliste, pour torturer un journaliste, alors qu'on sait que la torture est défendue dans le monde entier. Et voilà celui-là, qui lui, eh bien, dort et reçoit encore des visites, alors que pour ceux qui n'avaient rien fait, ceux qui pratiquement n'ont eu qu'à vouloir marcher avec leurs pieds, on trouvait qu'il fallait les accuser de rébellion, sédition, atteinte à la sécurité de l'État. Il n'y avait aucun élément. Ceux-là ont été condamnés sans même être présents au tribunal. Ils ont été condamnés par un tribunal militaire, sans avocat, ni rien. Aujourd'hui, c'est le même gouvernement de brigands qui est menaçant par rapport aux innocents, par rapport aux journalistes qui sont en train de dire, de fournir quelques éléments alors que ce gouvernement doit être poursuivi pour rétention d'informations. Le gouvernement a le devoir de communiquer. Le gouvernement a le devoir de donner des informations aux journalistes. Où est donc le premier communiqué de votre procureur du gouvernement imaginaire? C'est où? Depuis le 17 janvier. On prétend dire que non. Le gouvernement a fait des communications. Est-ce le rôle du gouvernement de communiquer? C'est le commissaire du gouvernement. Le gouvernement fait partie de l'exécutif. Et il y a des membres du gouvernement qui sont impliqués dans cet assassinat. On ne peut pas être jugé et parti. Mais vous dites qu'il y a séparation de pouvoir. Mais monsieur René Sadi, vous parlez donc en tant que qui? Puisque vous appartenez à l'exécutif. Vous êtes juge, vous êtes procureur, vous êtes avocat d'une partie. Mais vous communiquez dans cette histoire en tant que qui? Mais non. Puisque vous avez demandé que ce soit le commissaire du gouvernement, mais vous, comme vous ne connaissez pas trop bien la différence, vous avez dit que le procureur de la République. Eh bien, il fallait donc rester dans cette logique-là, que de communiquer. Ce n'est pas à vous de faire cette sortie. Mais de toutes les façons, chers journalistes, chers activistes, ne perdez pas votre temps. Ne visez qu'un seul objectif. Justice Martinez, pour Martinez. Que les commanditaires, les meurtriers, donc les assassins et tous leurs complices soient punis. N'ayez pas peur d'aller en prison pour votre mission. Comme le disait Gilbert Sebron, il y a des temps où la seule place d'un homme véritablement libre n'est qu'en prison. C'était en 1958. Jean-Pierre Amougoubelinga, sur une sorte de balançoire où chaque soir
on fait comme dans des films, des séries, et il doit aller au tribunal militaire, puis il revient au CED, puis encore au tribunal militaire pour revenir au CED. Et en fin de compte, on vous dit qu'il faut des compléments d'information. Tiens. Et pendant ce temps, on vous dit, c'est à raison, parce que d'autres éléments doivent être apportés à cette histoire des tribunaux militaires. Et encore, jeudi dernier, alors que le peuple attendait enfin une suite, patatras, une nuit sans sommeil pour un résultat absolument néant. Aucune communication du commissaire du gouvernement qui avait plutôt préféré partir. Et puis, Jean-Pierre Moubelinga, Maxime Eko, le lieutenant Danoué, Justin, et autres, étaient retournés calmement au CED, dans les cellules. Bien sûr que les gens attendaient au moins une explication, que non. Et puis, on a commencé à refaire les va-et-vient, avec encore la convocation d'autres témoins, avec encore d'autres confrontations. Mais décidément, on dirait que nous sommes dans une cour de récréation, où on ne sait même pas où on est en train d'aller. On va à tâtons. Ou plutôt, c'est devenu une forme de loterie, où on nous présente tel individu aujourd'hui, on nous représente telle autre version aujourd'hui, cherchant quelques petits trous et quelques petites parades, pour nous dire peut-être que personne, finalement, ne serait accusé, ou alors, tout le monde serait innocent dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, qu'a-t-on vu jeudi, puisque les gens de Vision 4 sont arrivés en dansant, parce qu'ils étaient déjà convaincus que, eh oui, l'argent ayant coulé à flot, les milliards ayant eu à prendre tous les tuyaux, que leurs héros allaient être célébrés de telle sorte qu'ils se sont retrouvés juste au bar, en face du tribunal militaire, pour danser le dombolo ou alors manger le lofombo comme ils aiment trop. Et puis, finalement, en se disant, vous allez voir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, ils étaient tellement confiants, d'autant plus que leur avocat, Maître Charles Tunga, était déjà là, se vantant, faisant le gros dos tel un pan, se disant que oui, avec 1 milliard, la caution sera payée. Et le milliardaire de sang sera encore dehors pour venir narguer la population. Et d'ailleurs, à côté de ça, puisque un parmi eux était même là, comment est-ce qu'on l'appelle? Raymond Barré Mekamba. Raymond Barré Mekamba. Voilà celui-là qui, justement, on l'appelle d'épée d'État. Il avait fait croire à tout le monde, à côté, que vous allez voir. Et d'ailleurs, ce jour-là, il disait déjà que c'est les miracles qui allaient se produire. Lui qui est souvent infirme, il était déjà debout. Il marchait droit. Et pourquoi? Parce qu'il disait que le commissaire du gouvernement, il est de son village. Et le commissaire du gouvernement et toute la clique de ses représentants du ministère, enfin, du tribunal militaire. Et c'était déjà entendu pour la libération de Jean-Pierre Moubelinga. Et bien sûr, il y avait un juge d'instruction qui attendait là, Joël Bias. Joël Bias, le grand ami d'Amoubelinga qui n'attendait qu'un seul instant pour signer, pour que le gars retrouve enfin toutes ses multiples femmes. Et bon, tout s'est écroulé parce que finalement, là où on dit que la justice est indépendante, eh bien on nous a appris que c'est Biya qui doit encore décider. Eh bien il fallait bien que Biya vienne à nommer quoi? On
dit qu'il n'y a même pas de juge d'instruction au tribunal militaire. Et on attend donc le décret. Et on nous apprend que, en fait, le ministre délégué à la Défense avait déjà fait des propositions à Paul Biya. Mais Paul Biya, somnolent, jusqu'à présent, n'a pas encore eu le temps de signer la nomination d'un juge militaire. Et c'est là où, justement, on voit donc jusqu'où le Cameroun est la risée de la planète entière. Comment peut-on dire que tout un tribunal, aujourd'hui au Cameroun, qui doit juger des gens accusés de crimes, que cette justice-là soit paralysée parce que le chef de l'État n'a pas le temps de prendre le stylo et de signer. Voilà jusqu'où le ridicule nous amène. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est même la mauvaise interprétation de la loi par les avocats qui disent qu'il faut tout simplement d'abord un juge d'instruction qui devra avoir le même grade ou le grade supérieur au lieutenant-colonel Justin Danoué. Si tel n'est pas le cas, eh bien, le tribunal militaire du Cameroun ne fonctionne donc pas. Vous vous rendez compte? Il faut que je vous rappelle que la loi numéro 2008, la loi numéro 2008, barre 015 du 29 décembre 2008, dit justement que le tribunal militaire, dans son article 2, est une juridiction à compétence spéciale. Il faut aller apprendre ça au porte-parole du gouvernement. Mais que dans l'article 4, bien évidemment, on dit que pour que ce tribunal militaire puisse siéger, il faudrait qu'il y ait un président. Et en ce qui concerne le crime, lorsqu'il s'agit des affaires criminelles, l'article 6, justement, de cette loi, dit que il faudrait un juge, et puis il faudrait 2 assesseurs, avant de venir avec le greffier. Mais cependant, contrairement à ce qu'on dit, bien évidemment, on va prendre l'article 4, alinéa 4, qui dit que pour juger peut-être un homme qui est en tenue, donc un militaire, un gendarme, il faudrait que ce soit un officier supérieur. Mais non, pas seulement ça. C'est l'article 4 qui dit ça. Mais il est bel et bien précisé dans l'article 5 que c'est le président de la République qui nomme non seulement celui qu'on appelle le président du tribunal militaire, nomme également les juges d'instruction, nomme les adjoints, nomme bien évidemment aussi les assesseurs, donc les assesseurs qui sont des 2 catégories, sans pour autant oublier maintenant un autre décret, même pas un décret, mais un arrêté qui va nommer les greffiers. Mais ceci étant, il est précisé que les juges d'instruction du tribunal militaire peuvent être soit des militaires, soit des juges civils. Allez bien relire vos cours pour ceux qui viennent nous apprendre que non, il faut tout simplement nommer un colonel ou bien un général pour pouvoir juger. Non, il est précisé que lorsqu'on nomme, justement, lorsque maintenant
il faut une enquête, enfin, il faut que le tribunal siège. Première des choses, c'est en collégialité. Et cette collégialité, on précise que si le juge, lui, est civil, c'est en ce cas qu'il faut 2 assesseurs qui sont militaires, voilà, ou officiers de police, ou gendarmes, ou n'importe quoi. 2. Ils sont nommés par le chef d'État. Voilà ce qui est clair. Cela veut dire que si on parle de tribunal militaire, il y a bien des juges civils qui peuvent être nommés. Cela ne veut pas tout simplement dire que seuls les juges qui sont des hommes en tenue doivent être nommés. Non. Dans cette loi, on peut bien être au tribunal militaire et être civil. La preuve, Joël Bias, n'est-il pas juge d'instruction là-bas au tribunal militaire alors qu'il était justement au tribunal administratif de Yaoundé? Mais qu'est-ce qu'il fait donc là-bas au tribunal militaire puisqu'il est juge d'instruction? On ne peut donc pas utiliser cette fallacieux prétexte pour faire tourner les gens en rond que non, il fallait trouver quelqu'un qui est plus élevé que gradé, qui doit être ceci et faire cela. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Parce que je dis qu'il y a des dispositions qui sont prises de telle sorte que ce ne soit pas seulement des militaires. Et la rigueur, lorsqu'on essaie de regarder, et comme j'ai parlé de la collégialité, pourquoi donc Paul Biya n'a pas eu à les nommer depuis? Et comme Maître Sim disait, bon, cela veut dire que peut-être le jour où on a affaire à un général qui a commis un délit, puisqu'on n'aura pas un juge qui sera général, on va dire, bon, c'est fini. On ne peut pas le juger, parce qu'on ne trouve personne de compétent. Et pourtant, la loi dit que on peut bien nommer des magistrats civils qui siègent au tribunal militaire. Deuxième chose, comment comprendre que le Cameroun aujourd'hui, et certains veulent nous faire avaler qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est fort là-bas, qui a le grade de... Le grade de qui? Le grade de Justin Danoué. Mais attendez. Celui qui jugeait les militants du MRC était quoi? Il fait quoi? Colonel. Colonel Missé Ndjone. Il est mort. Il est colonel. Entre un lieutenant-colonel et un colonel, qui est plus grand? Donc, pour juger les civils du MRC, le colonel Ndjone est venu. Pam, 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 pam. Attendez, attendez, je vais vous montrer. Je vais sortir les lois et tout. Il les juge. On les condamne. Sans avocat. Sans qu'il ne soit là. Et c'était le 27 décembre 2021. Là-bas, le gouvernement était très prêt. Le gouvernement était très pressé. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez comment est-ce qu'ils ont été condamnés? De façon orale, sans note écrite. Alors que les lois du Cameroun et celles qui régissent le tribunal militaire disent que pour condamner quelqu'un, le juge vient lire une demande qui est déjà une résolution, un jugement qui est déjà écrit. Ils sont venus. Le commissaire Ndjone, le colonel Ndjone, il est venu, il a dit, Bibou Nissak, au forêt, 7 ans de prison. Les autres, 6 ans, 5 ans de prison. La séance est levée. Il n'y avait aucun élément. Il n'y avait aucun élément. Et je vous fais comprendre que jusqu'à présent, Bibou Nissak, le 4 janvier 2022,
avait décidé avec tous les autres militants du MRC de faire appel pour qu'ils soient jugés maintenant à la cour d'appel de Yaoundé, puisqu'on fait bel et bien appel des jugements militaires. Ce qui signifie que même si les militaires te condamnent aujourd'hui, c'est les civils qui vont te juger encore demain. Mais est-ce que vous savez que l'État du Cameroun ou encore le tribunal militaire jusqu'à ce jour n'a pas encore fourni sa décision? La décision n'est pas encore rédigée depuis 2021. Alors qu'avant de condamner quelqu'un, il faut d'abord rédiger une décision. Et du coup, la notification d'appel aux militants du MRC qui n'étaient pas là le jour du procès, eh bien, ils ne peuvent jamais aller en appel. Ils vont rester là en prison sans une décision de justice, parce que pour faire appel, il faut une décision de justice écrite. Et c'est avec ça que les avocats vont voir tel ou tel point, attaquer tel ou tel. Mais le colonel Missen Djoné est venu, il a parlé comme ça là, au tribunal militaire. Maintenant, on va nous montrer que le tribunal militaire est rigoureux, sait faire les enquêtes, sait faire ceci et tout et tout. Alors que jusqu'à présent, les militants du MRC sont enfermés. C'est quand même incroyable qu'on me dise. Le colonel en question, Ndjoné Missen, il est là comme intérimaire. Hein? Pourquoi? Parce que Madame Abega, Madame Eko, née à Bega, c'est elle qui avait été nommée comme président du tribunal militaire. Vous vous rendez compte? Madame Eko est normalement retraitée depuis 2 ans. Paul Biya n'a pas eu le temps, depuis 2 ans, de nommer un juge militaire, un président du tribunal militaire. Paul Biya n'a pas eu le temps. Et c'est maintenant qu'on va attendre que Paul Biya trouve le temps pour nommer un président du tribunal militaire, et de ce point doit nommer les juges d'instruction, doit nommer les assesseurs, doit nommer tel. Et c'est incroyable. Et on vous dit que non, on est allé avec eux à tel ou tel endroit au tribunal militaire devant le commissaire du gouvernement qui pourtant a assisté lui-même aux auditions. Ça veut dire quoi? Mais vous n'avez pas un juge d'instruction. Vous n'avez pas la collégialité. Ils vont faire quoi au tribunal militaire? Que le vagabondage. Puisqu'on n'y comprend rien. Et comme on dit, c'est un tribunal qui fonctionne de façon illégale et illégale. Ces décisions ne doivent même pas être prises au sérieux. Vous vous rendez compte? Dans cette affaire, les gens, les Camerounais ne savent même pas que c'est depuis les années 90 que Paul Biya a annoncé et a créé sur papier la Cour de sûreté de l'État. Cour de sûreté de l'État. C'est-à-dire que normalement, c'est là-bas où devraient être jugés peut-être certains civils, ou devraient même être jugés les gens à l'époque comme le président du MRC, Maurice Kamto et tout. C'est ça qui était prévu. Nous allons en 2010 ans. La Cour de la sûreté de l'État ne voit pas naissance. Nous allons en 2010, 20 ans. La Cour de la sûreté d'État n'existe pas. Nous allons en 2020, 30 ans. La Cour de la sûreté de l'État n'existe pas. Nous sommes en 2023. La Cour de la sûreté d'État n'existe pas. Mais les lois, par exemple celle de 2014,
sur le terrorisme, ou encore la loi du 24 juillet 2017 relative au tribunal militaire, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce soit les juristes, que ce soit les, disons, les avocats, les juges, ils ne savent pas qui doit être jugé où, comment doit-il être jugé. C'est Paul Biya qui attend là et qui prend les décisions. Donner à tel nombre d'années, laisser tel autre, on a abandonné telle poursuite, on a fait ceci et cela. Et on appelle ça un état de droit. Un état qui ne respecte pas les conventions internationales, pourtant signées. Et aujourd'hui, Amogo Belinga est là, on nous dit non, c'est que en réalité, on ne trouve pas les éléments, on ne trouve pas ceci et cela. Mais attendez, vous voulez nous raconter quoi? Vous avez un lieutenant-colonel de la DGE qui a dit j'ai tué. Vous cherchez quoi? Vous avez des éléments de la DGE, une vingtaine. Est-ce que vous avez tué? Oui, on était là. Vous continuez à chercher des preuves. Après, vous avez le patron de la DGRE. C'est comment il dit non. En réalité, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont partis tuer parce que sans ma voiture. Parce que vraiment, moi, ma seule défense, c'est que ma voiture n'était pas là-bas. La voiture que vous voyez là avait été achetée par mon prédécesseur. Donc, cela veut dire qu'il faut aller demander à mon prédécesseur au Balebout. Donc, la voiture là ne me revenait plus. Hey! Et pendant ce temps, on envoie des gens. Vous injectez des fake news sur des réseaux sociaux, d'autant pour eux de dire que vous voyez, on n'a pas trouvé vraiment ceci et cela. Vous avez vu ça où? Dans quel état? Dans quel pays? Où vous avez des gens qui ont avoué le crime. Vous avez un cadavre. Vous avez des commanditaires. Et vous dites que tant qu'ils n'ont pas accepté, quel commanditaire a bien accepté un jour? Vous avez tous les éléments. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Vraiment, on va appeler... on va appeler Paul Daïsibia. Paul Daïsibia. Donc, comme il porte le nom de Bia là, on dit, viens nous dire la vérité ici. Toi-même, tu dis que Bidjanga fait comment? Il a fait quoi sur ton téléphone là? Non, il m'a envoyé un message. Et tu as dit comment? Non, c'est que je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que je devais dormir. Et après, moi-même, j'ai dit que je dois arranger le problème là entre Martinez Zogo et Jean-Pierre Mugobelinga. Ah oui, merci. Merci d'avoir. Est-ce que tu as donc arrangé? Non, c'est que le jour là, j'avais mal à la tête et j'avais rendez-vous avec une de mes copines qui vit en Suisse. Ah bon? Et donc, après, tu n'as pas... Non, c'est que après cela, nous sommes partis manger le condré. Je suis rentré à la maison. Donc, c'est tout. Après, tu n'as averti à personne. Non, c'est que quand elle voulait avertir, subitement, j'ai eu mal au ventre, puis j'ai eu aussi pipi, et puis par la suite... Ah bon, ok, merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Allez, au revoir. Voilà les enquêteurs. Et on se lève. On vient dire au peuple camerounais que... Événement. Qu'est-ce qu'il y a comme événement? On vient de trouver le numéro de téléphone. Je viens de trouver le numéro du téléphone de Jean-Pierre Mugobelinga sur Google. Oh, on ne peut plus. On va d'abord chercher où se trouve le numéro de téléphone de Mugobelinga sur Google. L'enquête est bloquée. On cherche le numéro de téléphone de Mugobelinga sur Google. Cameroun. Papa. Vous êtes sérieux là? Depuis quand on trouve un numéro de téléphone sur Google? Depuis quand? Mais quand on achète un numéro de téléphone, et par exemple, à Mugobelinga, qui utilise par exemple un Samsung là, justement avec l'un des numéros qui fait
WhatsApp. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous achetez votre téléphone, vous partez tout simplement chercher à charger, à télécharger des applications. Et ces applications, vous les chargez en ce qui concerne par exemple Samsung, vous allez sur Play Store. Et ce qui importe là-bas d'abord, c'est par exemple votre adresse mail. Vous téléchargez. Quant à ce qui concerne les iPhones, c'est App Store. Vous téléchargez des applications. Et par la suite, lorsque peut-être vous voulez récupérer certaines données, vous allez sur Drive. C'est Drive qui vous permet d'ailleurs, que ce soit par Gmail, que ce soit par Yahoo, Hotmail et tout ce que vous voulez, en 5 minutes, vous les avez récupérés. Dites-moi, comment la gendarmerie et la police camerounaise peuvent dire à certains activistes d'écrire qu'on vient de retrouver le numéro de Amour Belinga sur Google, alors que j'ai déjà donné les 2 numéros d'Amour Belinga depuis ici. Ils viennent de découvrir ça sur Google. Je vous mets à défi. Tapez le nom d'Amour Belinga sur Google. Vous aussi, dites-moi si vous trouvez un numéro de téléphone là-bas. Depuis quand on trouve les numéros de téléphone sur Google? Mais si on trouve les numéros de téléphone sur Google, moi-même je vais taper Paul Biya. Boum, son numéro sort sur Google. J'appelle. Oh, Paul, c'est comment donc? Dis-moi l'affaire sur Amourla. Je tape seulement Macron, Google, boum, Macron me sort. Le numéro de Macron va sortir. Oh Macron, comment tu dis? Tu vas au Gabon? Tu viens au Cameroun quand? On va manger le Sangakan. Je tape même les milliardaires là. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter aux gens? Vous prenez des gens comme des abrutis congénitaux. Vous avez trouvé quel numéro d'Amour Belinga sur Google? Comment? Mais c'est impressionnant. Donc tous les Camerounais sont des idiots pour vous, des nigauds, des trigots, des osons. Jusqu'à inventer des historiettes qui ne valent qu'un pesant de rigolade. Donc vous êtes parti depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous partez avec Amour Belinga au tribunal militaire, devant le commissaire du gouvernement, et vous revenez. Et subitement un numéro sort sur Google. Dès que vous allez sur Google, vous tapez le nom Amour Belinga, vous voyez seulement Martinez Zougou a tué tel, a fait ceci, ou encore ligne 94. C'est ligne 94 qui est le numéro de téléphone. Si alors vous me dites que le numéro de téléphone d'Amour Belinga c'est 94 65 57, je vais comprendre parce que voilà les 3 lignes qu'Amour Belinga lui utilise. La ligne 94 pour voler au ministère de l'économie. La ligne 65 ou encore la ligne 57 pour voler au ministère des Finances. Mais pas le numéro que vous dites actuellement sur Google. Et d'ailleurs, c'est humiliant. Humiliant. C'est-à-dire que le Cameroun est encore au niveau du Néandertal. On appelle quelqu'un pour lui dire que oh, on a trouvé ceci sur ton numéro de téléphone. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mince. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle une structure uniquement dédiée à la cybercriminalité. Tous les pays du monde entier ont une structure dédiée à la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de t'appeler. Les logiciels sont installés. Et on sait que exactement à quelle heure tu as communiqué avec elle. Or là, on me dit que les gens au Cameroun sont en train de chercher, ils parviennent pas à lire les serveurs, et après ils reviennent maintenant, ils disent que tel numéro d'Amour Belinga, mais attendez. Le numéro de Jean-Pierre Amour Belinga, le deuxième qui fait WhatsApp, est passé par Cissé.
Et je vous avais dit ça. Au niveau de l'avenue Kennedy. Parce qu'il voulait que Cissé efface la mémoire. Aucun enquêteur ne s'est levé pour aller chercher qui est Cissé. Aucun enquêteur, ils sont restés dans leur bureau pour appeler plutôt Daisy Bia. Qui peut effacer tout ce qu'il veut? On regarde, montre-nous le téléphone là, montre bien. Ah oui, après on continue. Dans tous les autres pays, on n'a pas besoin, comme on nous avait raconté, que dès qu'on avait allumé le téléphone, dès que l'autre cousine de la cousine du chauffeur, de la bonne de la nounou et de la nounou de l'autre a allumé, avait donné le téléphone, on a mis la puce, et la puce a fait à la gendarmerie, ça a fait aussi, à la police, allez, on a couru, on les a attrapés. Hey! Mais que le téléphone soit allumé ou éteint. Parce que déjà, chaque téléphone vient même avec une adresse mail. Les vrais services d'enquête et consorts de la cybercriminalité n'ont pas besoin que le téléphone soit allumé. On le repère déjà. Or, le Cameroun, jusqu'à présent, n'a qu'un système archaïque au niveau de la PJ. On ne peut pas localiser où se trouve un téléphone. Mais vous étiez donc là depuis des semaines. Vous dites tantôt vous avez le téléphone, tantôt il y a un nouveau téléphone qui apparaît sur Google. Hey! C'est ça des enquêtes criminelles? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous voyez donc que si au moins la police camerounaise écoutait les journalistes, elle aurait pu avancer. Si au moins la gendarmerie nous écoutait, elle aurait pu avancer. Est-ce qu'on a besoin, dans une enquête criminelle, d'aller chercher les téléphones? Ah! Ils avaient devant eux la dépouille. Ce qu'on appelle le décujus. Le décujus de Martinez a été retrouvé à Ebogo 3. Article 1. Même dans les films, on voit qu'il y a une bande rouge que la police installe pour protéger le lieu. Rechercher les indices. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la télé, il y a toute une émission qui s'appelle Indice. C'est là où on montre, même si vous n'êtes pas policier, les premiers indices d'une enquête criminelle. C'est là où on retrouve la dépouille. Vous devez sécuriser cela avec une bande rouge. Nos super enquêteurs de la gendarmerie, de la police, commission mixte. Personne n'est reparti là-bas. Hein? Personne n'a sécurisé ça. 2. On fait des examens sur le corps. C'est-à-dire que l'autopsie et le test ADN, dont les empreintes, ces empreintes permettent de savoir quel suspect a touché au corps. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, le Cameroun dit qu'ils n'ont pas moyen pour faire une enquête ou bien pour faire des prélèvements pour des empreintes, au moins pour retrouver des traces d'ADN d'un quelconque suspect. Comment vous allez faire? Vous êtes là derrière les machines. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas tous. Tu dis que tu es bon. Hein? Tu as combien de sauces? Tous. Tu dis que tu étais tous. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous savez que la dépouille de Martinez Zogo a été découverte le 22 janvier? Et
Et depuis le 22 janvier, est-ce que vous savez que l'autopsie n'a même pas encore été pratiquée? C'est lui. Dites-moi les résultats. C'est les premières observations qui ont eu à permettre de dire qu'il aurait subi tel sévice, il aurait subi ceci et cela. Donc, à l'instant où je vous parle, si le gouvernement camerounais, les enquêteurs, la justice camerounaise, s'ils ont des éléments de l'autopsie qui nous donnent, puisque la famille elle-même a demandé cette autopsie, la famille de Martinez n'a jamais obtenu les éléments de l'autopsie. À partir de là, comment est-ce qu'on va déterminer que c'est elle qui réellement a eu à faire ceci et cela? Et on ne peut pas manquer en faisant un examen approfondi du corps de trouver les empreintes. Puisque Martinez Zogo a été sérieusement torturé, ce qui signifie que certainement les gens ont eu à le toucher. Les habits ne sont pas passés par un quelconque endroit pour qu'on puisse voir au moins les empreintes qu'il a touchées en dernière position. Ou bien combien de personnes ont pu le toucher. Ils sont là. Pour vous dire, tant qu'ils sont là, on ne sait pas ce que Bidjan fait là-bas. Libérez Bidjan. Libérez Bidjan à gauche, libérez Bidjan à droite. Il est innocent. Il est innocent. Quelqu'un qui vous a dit que partout son patron lui-même entre, il part. On lui dit, va dans le trou, je pars. Donc, moi aujourd'hui, je vous dis, si le bandit-ci va agresser quelqu'un, tellement je suis loyal et fidèle à lui que je vais le faire. Et après, vous allez me dire que je suis innocent, hein, que je ne suis au courant de rien. Hey, on est où là? On est donc en train de nous tourner en bourrique en voulant juste faire admettre au peuple qu'il y a une supposée innocence ou bien qu'on n'aurait pas assez d'arguments ou assez d'éléments compromettants contre Jean-Pierre Amour Bellinga. Et pourtant, la victime elle-même a eu à déclarer que Jean-Pierre Amour Bellinga eux aussi sont complices. Lui, Paul Motazé, veulent me tuer. Aujourd'hui, vous êtes en train de tourner le peuple camerounais. Parce que vous dites que ce peuple camerounais est souvent habitué à lâcher et que le peuple camerounais est souvent celui-là qui machin et tout. Mais non. Sur quelle base vous avez mis Marafa en prison? Dites-moi. Marafa avait tué qui? Marafa est en prison pour soi-disant complicité intellectuelle. Ah! Il n'a pas détourné. On dit complicité intellectuelle. Il n'y a pas de complicité intellectuelle. Il y a libérez-le, libérez-le. Bibou Nissak mérite la prison. Forêt mérite la prison. Les 50 personnes du NRC qui ont été condamnées sans éléments méritent de rester en prison 7 ans. Ah, c'est ça, hein? Les autres qui ont promis la mort à Martinez, eux, ils n'ont rien. Non, il faut les libérer. C'est les gens qui avaient l'intention, qui avaient dit, nous risquons marcher. Et l'autre qui disait que Martinez va voir ce qu'on va lui faire montrer. Il va voir. Il a dit ça. Il a envoyé des messages. On dit, libérez-le. Il n'a rien à voir. Libérez-le. Gardez Bibou Nissak. Bibou Nissak avait réfléchi qu'il risque de sortir de sa maison. Un jour, il va marcher seul, sans prendre le fusil, sans prendre le gourdin, sans prendre quoi que ce soit. Il avait imaginé ça. On dit, pardon, il avait imaginé. Est-ce qu'il a marché? Non. On est parti le voir de l'État avec sa femme. Donc, pourquoi là? On a jugé qu'il avait l'intention de marcher un jour. Donc, il fallait anticiper. Nous l'avons donc pris et nous l'avons condamné à 7 ans. On dit, ah bon, hein? Et le professeur Forêt, nous avons imaginé que
Quand tu le vois dans les yeux, il regarde Kanto. Kanto le regarde. Ils sourient ensemble. Leurs yeux là ressemblent aux yeux terroristes. Nous avons donc imaginé que, comme Kanto est dangereux, le professeur Fogela, aussi dangereux, on doit l'arrêter. Ah bon? Donc, vous avez trouvé qu'elle est noire? Non, c'était ses yeux. Tu n'as pas regardé les yeux de Fogela. Quand tu regardes les yeux de Fogela, tu ne vois pas que les yeux là sont parfois blancs, parfois rouges. Non, on s'est basé sur ses yeux. Vous avez donc fait, c'est bien. Et pour Defida, vraiment, nous ne savons pas. Vraiment, nous savons que il a été là quand Brian Fombora a été tué avec il était avec il avait envoyé sa copine qui est devenue son épouse. Son épouse qui Ivana Fombora. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Non, en réalité, Ivana a laissé qu'on tue et seulement c'est l'ongle là qui a failli se couper. Et puis elle est venue épouser Defidok. Donc pour nous là, Ivana qui a appelé Brian Fombora qu'on le tue, il n'y a aucun élément. Defidok et Amgobelinga qui avait versé 30 millions et combien là, vraiment on n'a trouvé aucun élément, ils doivent rester chez eux. Ah bon hein? Oui. Et puis nous avons même aussi vu que avec ces secrétaires qui meurent là et tout le monde là, non, pour nous ce ne sont pas des vrais éléments, c'est des trucs qui allaient depuis longtemps là. Et au-delà de... Ah, bon, laissons un peu ça. Donc, ils sont innocents. Oui, ils sont innocents. Et pour la ligne 94 là, les détournements comme on dit là, et tout ça, ils ne payent pas l'office, ils ne font pas... Vous savez, hein, vraiment, nous... on attend d'abord que on ait des preuves. Vous aviez des preuves pour Marafa? Marafa, on nous a dit que c'était 350. Non, c'était seulement complicité intellectuelle. Mais pour lui là, c'est une complicité fraternelle entre lui, Paul Montazier, et lui, et Sylvain Bondo. Donc, vous voyez, on ne peut pas trop les condamner. Au-delà de ça, vous savez que Atal Bara, lui, il a volé 350 millions, non, 180 millions, non, 80 millions. Mais pour un Obelingala, il a seulement volé 200 milliards. Donc, vous voyez, ce n'est pas trop dangereux pour l'État. Ah bon, hein? Donc, rien que pour l'autre là, vous ne le condamnez. Non, il est innocent. Il est innocent. Mais attends, c'est lui qui a quand même le plus grand immeuble de Yaoundé. Comment vous voulez qu'on ait le plan de Skatambar avait conçu l'immeuble? Est-ce que Marafa avait conçu l'immeuble? Non, est-ce que Tshisekedi avait conçu l'immeuble? Donc nous, vraiment, on ne voit pas l'enquête là. Non, il faut bien chercher d'autres éléments parce que tant que Jean-Pierre Moubelinga n'a pas encore dit que je l'avais tué, même s'il dit que je l'ai tué, il faut que nous-mêmes, on reconstitue le crime et qu'on trouve comment il est en train de le tuer. Comment vous allez reconstituer? Oui, il faut qu'on trouve quelqu'un, un journaliste, qui va accepter qu'il va tourner le film là à l'immeuble et quand il accepte d'abord se faire assassiner, comme ça on va donc arrêter Moubelinga. Et quel journaliste va les trouver? Je crois d'ailleurs qu'il faut même qu'on invite J.P. Mingono. J.P. Mingono, c'est lui qui devrait venir jouer le rôle de Martinez Zogo, puisque Martinez Zogo parlait comme lui. Et d'ailleurs, c'est J.P. Mingono qui savait que Martinez Zogo peut mourir. Donc, il faut que d'abord on convoque J.P. Mingono. Et quand on va convoquer J.P. Mingono, on lui demande de jouer le rôle de Martinez. On donne à Jean-Pierre Ngobelinga le gourdin. On donne aussi, on appelle tel et tel. Et comme ça, on va voir si ça va marcher. Et comme ça, donc, on pourra dire que Jean-Pierre Ngobelinga est vraiment impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà là où les gars là sont en train de nous tourner dans le théâtre. Tous les éléments sont là. Les autres sont en prison. Et on est en train de nous dire que non, il y a le procureur, le commissaire du gouvernement a dit recompléter l'enquête, recompléter. Une enquête où on vous dit déjà que quelqu'un qui n'est pas ministre de l'Intérieur, qui n'est pas dans le gouvernement, lui seul demande déjà les comptes
à quelqu'un qui est de la DGRE. Il le dépanne. Atteinte à la sûreté de l'État, intelligence avec des services étrangers. Rien que ça, condamnation à mort. Même pas à vie, hein. À mort. C'est ça le tribunal militaire. Vous n'allez pas nous inventer d'autres lois. Vous avez créé vos lois. Vous allez les respecter. Le tribunal militaire là, ce n'était pas pour Campo. Le tribunal militaire là, ce n'était pas pour attendre les manifestants. Le tribunal militaire là, ce n'était pas seulement pour les civils, mais c'était pour des grands criminels comme ceux-là qui ont utilisé les moyens de l'État pour aller tuer un journaliste. Aujourd'hui, ils utilisent encore une autre parade en multipliant des meurtres pour nous faire douter. Et là, une fois de plus, vous êtes passé à côté. Dans la nuit du 1er au 2 mars 2023, encore un assassinat dans des conditions horribles. Un assassinat d'un prélat. Un assassinat d'un homme d'église enlevé, puis exécuté et le corps déposé sur les rails. Cela s'est passé à Bala. Et le pauvre homme de Dieu, du nom d'Olivier Ntsaï-Bodé, selon les premières informations, aurait été abordé par des individus qui se seraient présentés comme ayant un membre de la famille, de leur famille en détresse qu'il fallait soulager. En nom de Dieu, il a cru aller porter secours, aller sauver une vie. Et puis, il a donné sa vie parce qu'il a été exécuté. Bien sûr, beaucoup vont dire que cet assassinat n'a aucune ramification, aucun lien avec celui de Martinez Zogo. Sauf que, à y voir de très près, après l'assassinat de Martinez Zogo, il y a eu le cas Ola Bébé, qui était déjà un confident de Martinez Zogo, et bien sûr, qui a aussi été assassiné dans des conditions effroyables. Et Ola Bébé, lui aussi était en contact avec le confident, justement, cet Olivier Ntsaï-Bodé. On peut donc, à partir de là, dire que les trois assassinats sont liés. Mais qui pour nous éclairer? Qui pour nous expliquer? Puisque le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, René Sadi, nous a dit de ne rien dire. Nous sommes tués. Je me situe parfois concernant l'assassinat d'Ola Bébé, dont je vais vous expliquer samedi dans les dossiers noirs. Encore les tenants et les aboutissants. Et il a suffi que nous ne puissions pas braquer nos regards vers là-bas pour que le gouvernement qui nous dit qu'il s'occupe de tout attend, eh bien, avec sa justice, eh bien, aucune communication n'a été faite sur non seulement l'assassinat d'Ola Bébé, mais aussi l'assassinat de ce prêtre encore jeune, et que curieusement, les trois viennent quand même d'une même contrée et sont Ikambeti. Aujourd'hui,
avec ce crime crapuleux, certains vont donc convenir avec moi. Ceux qui doutaient de moi pourraient maintenant comprendre mes appels à la détresse. Ceux qui disaient et voulaient nous faire comprendre que Jean-Pierre Moubelinga étant en prison, que cela prouve qu'il est complètement innocent, vous êtes passé à côté. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais donné l'alerte sur le cas Martinez-Zogo, j'avais déjà dit que Jean-Pierre Moubelinga et le colonel Soué avaient bel et bien une société de gardiennage qui avait déjà participé à l'assassinat de Brian Fombor. Et cette société de gardiennage s'appelait Ranger Security. Lorsque j'ai donné l'alerte, eh bien, ils sont partis maintenant prendre ceux-là qui appartenaient à la DGRE. Mais cependant, j'avais bien dit que le grand gant où on pouvait trouver un certain danger, habitant Nkondongo, et qui opère souvent avec les éléments de Ranger Security. J'avais d'ailleurs parlé de Nassim Gaëtan. Beaucoup ont dit, où sont-ils? Eh bien, vous comprenez donc, pendant toute l'enquête, eh bien, la gendarmerie et la police n'ont donné de chasse qu'aux gants, qu'aux commandos de la DGRE. Alors que j'avais bien donné un autre commando qui a toujours opéré et qui n'a pas été mis hors d'état de nuire. Et ce commando-là va continuer d'opérer. Ce commando, je continue à le dire, tant qu'on ne mettra pas la main sur danger, tant qu'on ne va pas désactiver les bandits de Ranger Security qui avaient reçu la mission. Je vous avais dit, il n'y avait pas tout simplement un journaliste assassiné. Ce n'était pas seulement Martinez-Zogo. Je vous avais donné une liste de journalistes. Donc par exemple Paul Chouda, donc par exemple Aman Mana, ou encore Jacques Blaise-Imier, ou même encore Mven, qui étaient dans la liste. Mais nos super enquêteurs n'ont privilégié que la liste de celui-là qui est le commando de la DGRE, c'est-à-dire que Justin Danoué, qui pourtant a aussi révélé pendant son témoignage qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un autre commando. Ce n'est donc pas moi qui le dis. Danoué, dans ses dépositions, a bel et bien révélé qu'il y avait un autre commando. Et depuis, je le répète ici, certains illuminés ou écervelés, je me dis, où est-elle? Où est danger? Où est ceci et cela? Dites-moi, pourquoi aujourd'hui elle l'a assassiné? Parce que justement ce commando continue à opérer en toute impunité. Le Cameroun est donc devenu un pays où il y a des règlements de compte. Puisque les documents que Martinez-Zogo avait, il a dû les partager à certains qui lui étaient proches. Et ceux-là ont été pistés et ils sont en train d'être exécutés. Nous allons bien évidemment dire que Moubelinga est donc en prison à tel et tel endroit. Vous savez, dans des cartels, même quand le chef de la mafia est en prison, ces éléments deviennent plutôt dangereux à l'extérieur. C'est pour cela que lorsqu'on prend le chef du cartel, on se doit de regarder ceux qui sont autour de lui et qui opèrent.
C'est d'ailleurs qu'à peine avait-il été libéré, Jean-Claude Foulabega avait commencé immédiatement à menacer Parfait Haïti en l'appelant. D'autres ont d'ailleurs retrouvé la vigueur de pouvoir au moins aller agresser les journalistes de Vision 4, aller narguer tout le monde, parce qu'ils savaient déjà que le bras droit de Jean-Pierre Ambou-Belinga est bel et bien dehors. Depuis des années, Jean-Pierre Ambou-Belinga a eu le temps de constituer des groupes d'agresseurs, des groupes de bandits. Et il y a toujours Ranger Security qui avait obtenu une autorisation à travers Atanganji. Où est Atanganji? Est-ce que vous entendez Atanganji parler? Non. Parce qu'il sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'il sait où est le danger. Et parce que d'ailleurs, je vous avais révélé à l'époque, il n'y a pas très longtemps, qu'il avait d'ailleurs recruté certains informaticiens qui étaient chargés, tels que Zamlo magicien, à pister certaines personnalités ou certains de leurs gibiers. Depuis combien de temps on peut rester au Cameroun et surtout au regard de l'actualité aussi brûlante, sans parler d'Atanganji? Et aujourd'hui, bien évidemment, on voit le Paul Motazé qui est en train de sautiller un peu partout, tout comme également le ministre de la Justice. Et aussi, il y a de l'autre côté, au niveau du cabinet civil, Mvonda Yoro. Sans oublier le directeur de la sécurité présidentielle. Voilà autant d'éléments, avec des membres du gouvernement aussi importants, qui ont mangé dans la pomme de main de Jean-Pierre Ambou-Belinga, ou plutôt donc Jean-Pierre Ambou-Belinga a juste eu à servir de couverture, qui se retrouvent tous mêlés à cette histoire et qui aujourd'hui voudraient semer la confusion dans l'esprit des Camerounais, dans l'esprit de la communauté internationale, que vous voyez, pendant qu'il était au CED, d'autres ont continué à tuer, donc il faut le libérer. Cette pression est mise à côté de Paul Biya. Mais cependant, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on devrait comprendre que le Cameroun non seulement ne parvient pas à résoudre le problème de criminalité, mais surtout, ces enquêtes n'ont jamais eu à aboutir. C'est bien beau de voir le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, venir se vanter que la justice est en train de faire le travail. Mais, si on lui pose des questions, pourquoi donc on n'a jamais arrêté les commanditaires et les assassins depuis des années? En 1982 exactement, quand Paul Biya arrive au pouvoir, on avait déjà un assassinat horrible. Oh Dieu, autant pour moi. Celui de Monseigneur Kounou. Monseigneur Kounou avait été tué avec un autre prêtre. Nous sommes en 82. Il y a 41 ans. Où sont allées les enquêtes? À quel moment a-t-on jugé les coupables? Tout est net. On a eu des évêques étrangers qui ont même été assassinés, tels que Monseigneur Plumet, en 1991. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à trouver les coupables? Il était français. Il avait été assassiné en Gandéry. Depuis 1991, on n'a pas trouvé le coupable.
Pourtant, on a une extraordinaire police. On nous dit de nous taire, nous journalistes. Comment n'a-t-on pas réussi à repérer qui a tué les Françaises de Djoum, qui avait été violée? Pourtant, on a une fantastique police. Un intellectuel comme Angèle Belmen, 95, plus précisément le 24 avril, il avait été assassiné. On nous a dit de nous taire, qu'ils allaient trouver. En 95, jusqu'à présent. Le ministre de la Justice et le ministre de la Communication qui disaient au peuple camerounais, calmez-vous, calmez-vous, faites confiance à la loi, faites confiance au chef d'État, faites confiance à nos gendarmes, à nos policiers. Pourquoi une personne n'a été arrêtée? Mais, ah non, Paul Biya fait les études. Le père Probst a été tué là-bas. Un jour de Noël. C'est quand même terrible. Où sont allées les enquêtes? Qu'est-ce que la justice camerounaise a trouvé? Que disent nos policiers, gendarmes de la commission mixte? Et puis, on va quand même citer la même Bastien en 88. Il a été retrouvé chez lui. Et ce n'est pas un bandit qui l'a simplement tué puisque on n'a rien emporté. C'était en plein Yaoundé. Pourquoi notre belle police, notre fantastique gendarmerie, nos commissions mixtes n'ont pas trouvé cela? Qui a fait ça? Nous sommes toujours dans l'eau, avec Monseigneur Balak. Monseigneur Balak, je crois que qui l'a tué là? Jusqu'à présent, je ne vois pas. Il n'y a encore rien. Personne. Ensemble vide. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à laisser des gens mourir et on nous demande de nous taire. Si le gouvernement du Cameroun voulait vraiment de la lumière sur ces affaires criminelles, ce gouvernement-là aurait mis des instruments appropriés, comme j'ai parlé de la cybercriminalité. Ce gouvernement aurait recruté les informaticiens. Ce gouvernement, on nous dit donc, est en train d'attendre les images qui vont venir des satellites américains d'Israël. Mais tiens! Pourtant, ce gouvernement camerounais a été le premier à chasser les meilleurs informaticiens de son territoire. Et d'autres pays les recrutent à cœur joie. Au moment où, au Cameroun, on n'a aucun spécialiste en cybercriminalité, est-ce que vous vous rendez compte qu'un Camerounais a été nommé par Joe Biden, on l'appelle Charles Kamois, pour la surveillance cybernétique
de tout l'espace américain. L'aviation civile américaine est sous ses bottes. Un Camerounais. Là, on attend les images qui viendront de tel ou tel endroit. On est incapable de déverrouiller un téléphone. On est incapable de tracer un téléphone. On est incapable de faire des tests ADN. On est incapable de tenir des points de presse pour au moins éclairer, rassurer l'opinion publique nationale et internationale. On préfère plutôt nous sortir des gros yeux. Parce que nous devons nous taire. Si vous parlez, dès que vous dénoncez que tel a volé, on envoie quelqu'un vous assassiner. Et comme ça, tout le peuple se calme. La loi de la terreur, l'horreur, la peur. C'est comme ça qu'ils veulent que personne ne parle plus. En se disant, vous avez vu ce qu'on a fait à Martinez? Vous avez vu comment on a tué Charles Atabé-Yéné? Vous avez vu comment on a tué le père Angel Ben? Vous avez vu comment est-ce qu'on a tué Bibi Ngota? Vous avez vu comment on a tué tel? Donc calmez-vous. Dans chaque famille, ils réussissent ainsi à prendre ceux qui sont faibles d'esprit pour leur faire imposer leur vue d'esprit, à savoir trembler, et qu'il faut uniquement dire à ceux-là qui ont de l'argent, à ceux-là qui détournent l'argent de toutes les lignes de crédit ou de toutes les lignes budgétaires, ceux qui sont milliardaires, tous les faussaires, que c'est eux qui sont les dieux de la planète Terre. Ah oui, dans notre beau continent, puisqu'ils disent que le Cameroun est un continent. Un continent de trafiquants. Un continent de gangs, de brigands, de buveurs de sang. Un continent où seuls les feignants réussissent à devenir tellement présents partout qu'on en fait finalement des hommes importants. Il n'y a plus la valeur de l'humain. Le gouvernement camerounais, avec ses justices militaires, c'est pour maltraiter l'opprimé, le pauvre. La justice camerounaise, entre les mains d'un sanguinaire, aux yeux de chaque tigre, est là pour broyer tous ceux-là qui tentent de dénoncer, d'effrayer et de montrer que vous regardez pendant que vous pleurez. Moi, je peux aller encore battre campagne dans mon village. Je suis avec Paul Biya. Rien ne peut m'arriver. Ils sont en train de nous défier. Mais sachez-le, le peuple ne se laissera plus intimider. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui étaient en train d'effrayer le peuple sont en train de pleurer. Vous avez pu le constater avec Vision 4, qui pourtant marchait sur tout le monde. Mais arrivé au marché du Fundi le 1er mars 2023, eh bien, son journaliste, Ndongo Parfait, c'est lui qui a conjugué le verbe souffrir au plus que parfait. Puisque ce sont les Ben Skinner, les vendeurs à la sauvette, las de voir la justice incapable de pouvoir agir, de pouvoir punir les criminels. Eh bien, ce sont ces gens-là qui maintenant se sont lancés dans la justice populaire en tabassant non seulement un journaliste de Vision 4, mais aussi en s'en prenant un caméraman. Même si je ne partage pas cela, parce que je me suis toujours dit, la violence ne sert à rien. Mais en même temps, je comprends. Un peuple opprimé, un peuple qui ne peut pas avoir la justice, un peuple qui voit que, eh bien, l'assassin est protégé. Le tueur est plutôt celui-là qui a de la valeur. Ce peuple-là finit par se dire, nous devons nous défendre avec nos propres moyens.
Et c'est pour cela d'ailleurs que, même s'il traversait l'idée à Jean-Pierre Amouk-Bellinga de pouvoir sortir de la prison, eh bien, il prendra une autre prison parce qu'il ne pourra pas se balader devant le monde. Il sera persécuté. Et d'ailleurs, ceux qui sont à son service aujourd'hui risquent de connaître cela. Un peuple qui a trop supporté, qui s'est vu moquer, piétiner, déchiqueté. Un peuple traité de tous les noms d'oiseaux, qui aujourd'hui veut la vérité, mais qui aujourd'hui se rend compte qu'il est plutôt jonglé avec toujours cette justice de 2 poids 2 mesures, où ceux qui ont volé le poulet sont exhibés à la télé, et celui qui a tué un journaliste, qui a assassiné non seulement des êtres humains, mais aussi les caisses de l'État, c'est celui-là qui est protégé. C'est celui-là qui est présenté comme un modèle. C'est celui-là qui est défendu par le porte-parole du gouvernement. Ceux-là, qu'ils le sachent, le peuple, parce que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui aussi qui enlève le pouvoir. C'est ce peuple-là, aujourd'hui, qui a compris que il faut qu'il prenne ses responsabilités. Jean-Pierre Amouk-Bellinga, oui, n'a pas à pouvoir s'inquiéter, puisque d'aucuns ont déjà pu dire que même s'il va dormir en prison, on pourra toujours faire qu'il puisse venir se reposer chez lui, contrairement à Marafa, qui le pauvre, aujourd'hui, condamné à 30 ans de prison, arrêté subitement comme ça en avril 2012, a été humilié. Il a perdu son premier œil, puis un deuxième, et là maintenant tout son corps a lâché. Le voilà transporté à l'hôpital de la Caisse, alors que d'autres sont plutôt évacués. Marafa voit aussi ces injustices, et ce sont ces injustices que le peuple refuse. Parce que Marafa mourra aussi en prison, juste parce qu'il n'aura pas été du bon côté, du côté où on dit Paul Biya Diop, juste parce qu'il aurait voulu la vérité, et parce qu'il a dit à Paul Biya, tu es fatigué, va te reposer. Le voilà enfermé. On a tué sa secrétaire. Son épouse est morte. Le voilà pour aller à l'hôpital. On appelle tout un colonel pour aller l'accompagner. Il y a la surveillance avec les grosses mitraillettes jusqu'à ce qu'on autorise qu'on le filme. Mais pour Jean-Pierre Amouk-Bellinga, eh bien, il est camouflé, il est bien gardé, il est bien protégé. Et on s'est dit, peut-être qu'on va le libérer. Non. Le peuple a trop supporté. Et le peuple ne va pas continuer à avaler vos insanités. Quel que soit le degré de complicité que vous avez déjà aujourd'hui, que vous avez tissé, ce peuple-là ne va plus accepter les injustices. Jean-Pierre Amouk-Bellinga a été l'homme qui a maltraité les institutions de la République, a maltraité le nom du Cameroun, a faussé justement ce qu'on peut appeler le vivre ensemble, en distillant la haine, le tribalisme, le clanisme, et aussi en faisant des caisses de l'État sa propriété privée. Aujourd'hui, celui-là ne mérite pas d'être relâché, même pour 100 milliards, parce que la vie n'a pas de prix. Il a arraché des vies aux êtres innocents, à un journaliste. Il a arraché des vies, des terres, et aussi arraché notre survie dans les caisses de l'État. Rien que pour ça, c'est un paria à jamais de la société. On ne pourra plus accepter un autre Jean-Pierre Amouk-Bellinga qui vient nous narguer, qui vient narguer le peuple opprimé, qui vient narguer ceux qui n'ont pas de moyens, qui vient narguer la pauvre famille de Martinez Zogo, qui crie encore justice, justice, justice pour Martinez Zogo. Jamais on ne lâchera.
la vérité triomphera. Et ceux qui croient que nous allons franchir, nous trouverons sur leur chemin vérité, justice, dignité. C'est ce que nous sommes en train de revendiquer pour retrouver enfin une société qui pourra enfin pardonner. Et non une société où il y a la quasi-impunité pour ceux qui ont des hauts moyens financiers et qui profitent des godasses et des parapluies d'une justice aux ordres. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté pour ce jeudi. Je vous donne rendez-vous pour les dossiers noirs du samedi soir, 18h, heure de Paris. Et puis, 17h, heure d'Afrique de l'Ouest, 18h, heure d'Afrique centrale, donc du Cameroun, 12h à New York. Je vous en remercie.